Bon début de journée à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je me présente Anthony Rioux, conseiller en virage numérique pour la région de Portneuf chez Québec numérique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Virage numérique, c'est une cellule de Québec numérique qui rassemble plusieurs programmes d'accompagnement offerts gratuitement, entre autres aux commerçants de la Ville de Québec et aux entreprises de la MRC de Portneuf, afin de vous offrir un accompagnement personnalisé dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Donc, nous sommes donc là pour vous aider à prendre le virage numérique. Je vais vous laisser le lien de notre site web dans le chat si ça vous intéresse d'en savoir plus. Dans le cadre de ce programme, on organise également des webinaires qui sont ouverts à tous dans le but de vous donner l'opportunité d'acquérir des nouvelles connaissances sur certains éléments d'un virage numérique. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Samuel François Parent, expert conseil en marketing, communication et publicité numérique et président de Titan Interactif depuis 2004. Quelques petits détails techniques avant de commencer. Comme on est en mode webinaire, vos caméras et micros ne sont pas activés. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à nous écrire dans le chat là, via les options qu'il devrait avoir dans le bas de votre écran. Puis Samuel François y répondra là, au courant de la présentation. Et vous aurez également accès par la suite à la présentation ainsi qu'au lien de réécoute. Donc, sur ce, je laisse la parole à Samuel François. Bonjour à tous et je vais juste répéter un peu ce qui vient de se dire. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, posez-les en temps réel. C'est toujours mieux d'y répondre alors que c'est pertinent et qu'on est toujours dans le même sujet plutôt que d'attendre à la fin et possiblement d'oublier la question. Mais si jamais vous avez des questions et vous vous dites je ne la poserai pas de tout haut ou devant tout le monde, vous allez retrouver mon adresse courriel sur toutes les pages de la présentation. D'ailleurs, la présentation vous sera rendue disponible. N'hésitez pas à me contacter par après. Ça me fait plaisir de répondre aux questions et prendre le temps par après. Puis par après, ce n'est pas juste dans les jours qui suivent. Ça peut être 6 mois, 1 an plus tard. Il n'y a pas de problème. J'adore faire ça. Alors, sans plus tarder, avançons un peu. Donc, aujourd'hui, on parle des mesures de succès parce que c'est bien beau dire on va faire du marketing numérique, on va faire de la publicité en ligne ou des efforts de communication d'une façon ou d'une autre. Et on va en regarder quelques-unes sous peu, là. Mais si on n'a pas une mesure de succès bien identifiée en tête, à la place d'être un investissement qui va rapporter, ça va être une dépense. Une dépense, bien, ça procure un plaisir immédiat, peut-être, mais, et dans le cas du marketing, ça peut flatter notre ego, qui est le plaisir immédiat, mais est-ce que ça va donner des résultats? Et c'est ça qui est important. On veut avoir des résultats. Donc, on laisse l'ego à la porte parce que ce n'est pas important en bout de ligne. Ce n'est pas important. En tout cas, notre comptable va nous le dire que ce n'est pas important. On veut des résultats. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Quels sont ces résultats? Comment on les mesure? Et où on va trouver ces chiffres-là? Alors, très brièvement, quelques mots sur mon bagage. Je suis qui et comment est-ce que je suis qualifié de vous parler aujourd'hui. J'ai un bon parcours en marketing, en publicité, particulièrement dans le domaine du numérique. Un peu comme Obélix, je suis tombé dedans très jeune. Bonne place au bon moment en agence de publicité. Et j'ai presque toujours été impliqué en association dans le domaine. Donc, longtemps été porte-parole québécois de l'industrie de la publicité numérique et par la suite des professionnels de communication marketing plus largement, mais avec toujours mon bagage numérique. J'ai enseigné à l'Université de Montréal et depuis quelques années, je suis maintenant à l'Université de Sherbrooke. Enseigner ceci. Alors, bien entendu, ce que je vous présente là, c'est un peu de ce que je présente dans une des classes, mais adapté vraiment pour vous. Alors, la question que vous devez vous poser et surtout, vous devez y répondre, peut-être pas immédiatement, mais à la fin de la présentation,
ou dans les jours qui vont suivre, c'est quoi la mesure de succès pour vous? Hein? Et quelques réponses rapides que des gens vont avoir, c'est-tu les clics que je génère? Est-ce que c'est les ventes que j'ai réalisées? Sur quelle période de temps? C'est-tu des likes sur ma page Facebook ou ma publication? Ça peut être plein de choses et des possibilités, il y en a, là, il y en a énormément. Mais en bout de ligne, c'est l'atteinte de votre objectif de campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je mets de l'argent sur la table, je vais sortir un 300$, un 5000$, peu importe quel est votre budget, sur une période X, une semaine, 3 semaines, 6 semaines, peu importe. J'ai besoin de dépenser ou d'investir en communication pour atteindre un but. On ne me connaît pas assez, je n'ai pas assez de ventes, j'ai un inventaire à liquider, il n'y a pas assez de monde qui rentre dans le magasin, mon centre d'appel, il n'y a pas personne qui appelle. Il y a toujours une raison. Alors, c'est quoi la raison? Puis cette raison-là doit se traduire en une donnée mesurable. En bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que ça soit quelque chose de quantifiable. Un nombre d'appels, le temps passé sur les appels, le nombre de visites sur votre site. Donc, un clic va générer une visite. Est-ce que c'est le nombre de ventes, la taille du panier, le total des ventes ou les ventes de tel item versus le reste? Ça vous appartient, mais c'est à vous de déterminer qu'est-ce que c'est. Alors, pour être en mesure de mesurer tout ça, de suivre et de déterminer en cours de route et en fin d'effort marketing communicationnel, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Il y a 3 requis. Alors, il faut identifier la donnée en question. C'est bien beau de dire j'ai un objectif, disons, de notoriété. On ne me connaît pas assez bien. Okay. C'est beau, c'est un facteur très important. Il faut que les gens vous connaissent avant qu'ils aient confiance en vous pour qu'ensuite ils aient la confiance d'avoir une satisfaction après avoir acheté de vous. Donc, est-ce qu'ils vous connaissent? Mais comment est-ce qu'on mesure ça, la notoriété? On va en voir quelques mesures tout à l'heure. Il y a plusieurs façons de mesurer, mais avant de partir notre effort, avant de décider est-ce que je fais de la bannière, de la pub sur Google, est-ce que je fais des efforts sur les médias sociaux, est-ce que j'envoie une info, avant de décider qu'est-ce qu'on fait, il faut déterminer quelle résultante en bout de ligne je veux avoir. Alors, ça va être quoi le chiffre, ça va être quoi la donnée que je veux mesurer qui va me mettre un sourire dans le visage parce que ça marche ou ça marche moins bien, puis il faut que je trouve des alternatives, il faut que je m'ajuste. Il faut être en mesure de régulièrement suivre cette donnée. D'habitude, plus souvent qu'autrement, on va passer par une plateforme comme Google Analytics. J'imagine que vous en avez déjà tous un compte. Sinon, je vous invite à le faire le plus rapidement possible. C'est gratuit. On installe ça sur notre site web et ça nous donne vraiment l'achalandage, ça nous donne l'heure juste de qu'est-ce que les gens font sur notre site web. Un peu comme si vous aviez un compteur à la porte du magasin et à chaque fois que quelqu'un rentre, on clique, clique, clique. Puis pas juste ça, on le suit dans les allées. On sait est allé dans quelle rangée, dans quel département, il s'est arrêté où, il a passé combien de temps, est-ce qu'il a dépensé à la caisse, en passant, il s'est-tu abonné à mon infolette, il a-tu téléchargé un document blanc? Et il est ressorti, il y a la consultation, la visite a duré combien de temps? Est-ce que la même personne est revenue dans le mois? À quelle fréquence? Toutes ces données-là, Google Analytics nous les donne gratuitement. Alors, c'est une mine d'or d'informations auxquelles on ne peut vraiment pas se passer. Le troisième facteur, c'est d'alimenter Google Analytics, l'acronyme GA, Google Analytics, avec des paramètres de vos efforts. Ça, je vais vous montrer comment faire. Parce que c'est bien beau avoir une plateforme, un compteur, mais le bonhomme à la porte qui compte les personnes qui rentrent ne sait pas il arrive de où. Hein? OK, ils sont sortis de l'auto, mais avant d'arriver dans le stationnement, il était où? Est-ce qu'il était à la presse
et la presse leur a dit « Va là », parce qu'il y avait une pub là. Est-ce qu'il était sur Facebook parce que vous avez publié de quoi? Et là, ça disait « Viens nous voir ». Alors, il faut savoir d'où ils viennent. D'où ils viennent, quelle était ma campagne, quel créatif que j'ai utilisé et tous les détails de tout ça. Il y a tous les 5 facteurs différents pour bien savoir d'où viennent le monde et quel effort qu'on a fait a amené du monde qui ont généré le résultat que je cherche en bout de ligne, ma mesure de succès. Donc, parlons de la donnée en premier. Objectif de campagne, il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Tout le monde peut les interpréter à sa façon, mais en gros, ça va se résumer en une de ces 3 grandes familles d'objectifs-là. Et dans le monde des médias ou de la publicité traditionnelle, vraiment, il n'y en a que 2, la notoriété et la réaction instantanée, mais le numérique permet de mesurer l'engagement. Alors, j'explique vite. La notoriété, sûrement, vous avez déjà une très bonne idée de qu'est-ce que c'est. C'est tout ce qui touche votre nom, votre réputation, votre appréciation, la confiance que les gens ont en vous, votre code d'amour, est-ce qu'ils vous connaissent, etc. L'engagement, c'est une portion de la notoriété, mais c'est la portion plus active. C'est la portion qui mène à un comportement. Alors, la première étape notoriété ici, moi, je la limite à la connaissance et l'appréciation. L'engagement va impliquer l'intention d'achat, l'appréciation de certains attributs de votre marque, la compréhension, etc. Donc, ou même l'intention de vous consulter dans un achat futur. Bon, bref, un est très, très haut niveau, l'autre, on commence à s'approcher d'un achat et la réaction instantanée, c'est le passer à l'acte. D'acheter, c'est de s'abonner, de s'inscrire, de télécharger quelque chose, de commander un échantillon, peu importe quel est votre objectif. Alors, souvent, quand je demande à des clients ou des entreprises quel est votre objectif, on me répond c'est un petit peu tout important. Et oui, vous avez raison, tout est important. Mais si on met de l'argent sur la table, il faut être focus. Il faut être clair, il faut avoir une cible en tête, un objectif, une mesure de succès et ça doit être un but bien précis. Pourquoi focuser sur une seule chose et pas un petit peu de tout? Parce que quand on a plus qu'un objectif, notre dard, il se rend nulle part d'utile. Ça, c'est concret en termes d'exécution publicitaire ou communicationnelle. Si on focus partout, on va avoir des résultats un petit peu partout, mais on n'aura rien de concluant. On n'aura pas des bons résultats. Et si vous avez eu des échecs dans le passé, possiblement, probablement, le manque de focus d'objectifs et l'alignement de tous nos gestes pour amener les gens à agir sont les raisons pour lesquelles on n'a pas atteint notre objectif parce qu'on n'a pas envoyé les gens à une place. On veut qu'ils fassent une chose, on les envoie à une place pour qu'ils fassent la une chose et c'est là-dessus qu'on travaille. S'il y a 2 objectifs qui sont vraiment importants, là aujourd'hui, je ne peux pas me passer des 2. Les 2 sont archi importants. À ce moment-là, on les sépare en 2. On a 2 budgets, 2 objectifs et chacun va avoir son ensemble de messages, de créatifs, d'offres, de visuels, etc. Et chacun peut mener à sa place pour atteindre chacun son objectif. Chacun va avoir sa mesure de succès qui va être différente l'un de l'autre. Mais c'est 2 efforts qui doivent être menés séparément. Désolé, je me suis auto-scoopé. Donc, quel genre de mesure de succès? Et une autre façon d'appeler ça, une mesure de succès, en anglais, on utilise le terme KPI ou Key Performance Indicator, indicateur clé de performance. Bref, la métrique ou la donnée du succès. Appelez ça comme vous voulez, ce n'est vraiment pas important.
Mais en bout de ligne, je vous en donne un certain nombre ici. Je vais l'expliquer quelques-unes parce qu'il y a beaucoup d'abréviations et je réalise moi-même, je suis dans le domaine depuis longtemps et j'ai le nez collé dedans. Alors, s'il y a des affaires qui vous échappent, gênez-vous pas, posez la question. J'ai le chat ouvert, donc je vais voir et je vais pouvoir répondre à vos questions rapidement. Tout ce qui touche la notoriété, donc on parle de visibilité. Hein? On veut que notre nom soit vu, que notre offre soit vue, que les gens la comprennent. Donc, les impressions, c'est la façon qu'on compte le nombre de fois que notre message a été exposé à l'écran, donc vu. Et par conséquent, on veut peut-être forcer l'usage d'un VCPM. Le CPM, c'est le coût par mille, donc la tarification, le modèle tarifaire qu'on utiliserait pour acheter notre publicité. Le VCPM, ça nous amène la dimension d'un coût par mille visible. Et ça, par défaut, il n'y a que Québécois qui l'offre par défaut. Tous les autres médias au Québec vont vous vendre de la publicité en CPM, mais pas nécessairement VCPM. Il faut le demander, il faut l'exiger. Sinon, on se ramasse aussi avec des impressions qui n'ont pas été vues. Un peu comme imprimer des catalogues puis en laisser la moitié dans le garde-robe. Personne ne les a vus. J'ai quand même payé pour, mais ils n'ont pas servi à grand-chose. La portée, hein, donc le nombre de personnes qui ont été exposées à notre campagne, ma part d'impression, si je suis sur certaines plateformes où on peut calculer ça, le pourcentage de nouvelles visites sur mon site. Si j'ai Google Analytics déjà d'installer, je peux savoir j'ai à peu près 1000 visites par semaine. On active la campagne. Oups, je suis monté à 1500 par semaine. Donc, j'ai une augmentation claire et nette due à ma campagne. Le taux de rebond, le terme rebond dans le jargon de Google Analytics n'est pas nécessairement un terme négatif. Ça indique une visite ou une session d'une seule page. Alors, un site comme le mien, qui est plus un blog qu'autre chose, quand les gens voient un article en quelque part ou un texte ou sur Facebook, sur LinkedIn, ils disent « Ah, je veux savoir ». Ils cliquent, ils viennent lire l'article, ils peuvent passer 30 secondes comme ils peuvent passer 5 minutes. Ils repartent parce qu'ils ont eu réponse à leurs questions. Ils n'ont pas consulté plus qu'une page. Ça constitue un rebond. Dans mon cas, ce n'est pas négatif, c'est bien correct, c'est ce que je voulais. Mais dans un cas comme le vôtre, où probablement vous avez une boutique en ligne, où vous voulez que les gens s'inscrivent à un service, ou peu importe, on veut qu'ils voient plus qu'une page, à ce moment-là, on veut un taux de rebond plus faible. Alors, si le taux de rebond diminue, c'est bon signe, ça veut dire que les gens consultent plus de pages. Le volume de recherche pour votre marque sur les moteurs de recherche, Google, pour ne pas le nommer parce que c'est 80-85% de toutes les recherches en Amérique du Nord, Québec y compris. Et la notoriété spontanée assistée, ça, on va le laisser de côté parce que ça requiert un sondage en bonne et due forme, donc une firme de sondage pour mesurer ça. Pour ce qui est de l'engagement, côté modèle tarifaire, on va y aller plutôt avec un coût par clic ou un coût par engagement, si on peut le faire ainsi. Donc, on veut payer pour la mesure de succès qu'on cherche. Et la première abréviation qui est là, CTR, donc Click-Through Rate, terme anglais pour taux de clic. Donc, le ratio entre le nombre de clics et le nombre d'impressions. Alors là, ça nous donne un pourcentage d'action. C'est aucunement, je répète, c'est aucunement un indicateur d'intérêt ou d'interaction ou un indicateur de vente potentielle à venir. Ça veut juste dire que sur tant d'expositions publicitaires, il y a eu tant de réactions. Et pourquoi ça ne veut pas rien dire ce que je viens de dire? Parce que comme consommateur, peut être exposé 40 fois à votre message avant d'y cliquer une fois ou 0 fois. Mais je ne cliquerai pas 40 fois dessus. Hein? On va cliquer peut-être une fois, un moment donné. Donc, la notion de portée ou de visiteur unique ou d'individu n'existe pas ici. On montre la pub
jusqu'à ce que quelqu'un réagisse. Le temps passé, ça, c'est une valeur en or. Les gens qui passent du temps sur votre site web, plus que 2 secondes, c'est de l'attention qu'ils vous prêtent. Et le plus de temps qui en passe, le plus qu'ils sont intéressés envers vous, donc probablement des futurs clients. Alors ça, on aime ça. Et si on peut faire augmenter ce temps-là, c'est bon. Le nombre d'interactions, d'engagement, les micro-conversions. Je vais faire une autre petite parenthèse. Dans Google Analytics, on peut mesurer séparément les transactions et les conversions. Transactions, nécessairement, il y a de l'argent d'impliqué. Hein? C'est quelqu'un qui est passé à la caisse et qui a payé. Une conversion n'est pas nécessairement une transaction, mais ça inclut les transactions. La conversion, c'est la finalité de ce que je veux que le monde fasse. Et peut-être que mon budget publicitaire à ce moment-ci n'est pas nécessairement pour générer une vente. Je veux que les gens s'abonnent à mon infolettre. Je veux qu'ils téléchargent un document blanc. Je veux qu'ils me donnent leurs coordonnées pour que je puisse leur envoyer un estimé ou une soumission. Hein, on veut entamer un processus. Alors, ça dépend toujours de l'objectif. Alors, tout ça, on va appeler ça des micro-conversions. C'est des gestes qui vont mener à une éventuelle finalité. Le taux d'ouverture, là, ici, on parle de marketing par courriel. Alors, si vous envoyez une infolette, ben, vous dire, je l'ai envoyé à 100 personnes, il y a combien de personnes qui l'ont ouvert? Et ils l'ont ouvert combien de fois? Ça, c'est intéressant. S'ils l'ont ouvert plus qu'une fois, c'est parce qu'ils étaient vraiment intéressés. Ils l'ont sauvegardé pour y regarder. Ajouter cette option, j'imagine vous parlez des conversions versus les transactions. Pour voir les transactions, il faut activer l'option e-commerce. Je vais m'excuser d'emblée. Ce que je vous donne comme détail par rapport à Google Analytics, ça a rapport au Analytics V3, qui est l'autre nom, c'est le Universal Analytics. C'est la plateforme que l'industrie utilise depuis au-delà de 10 ans. L'automne passé, Google a lancé une V4, une nouvelle version, que j'ai à peine pris le temps d'apprivoiser, donc je ne suis pas en mesure vraiment de vous conseiller là-dessus. Pour l'instant, ça va venir, je n'ai pas le choix. Je donne des cours là-dessus, alors je dois me rendre professionnel rapidement là-dessus. Mais je ne suis pas rendu là, alors très humblement. Mais dans l'administration, dans les paramètres de notre compte, on peut activer ou pas le volet commerce électronique. Et ce n'est pas parce qu'il est activé qu'il va compter les transactions. Il faut ajouter un certain code sur le site. Et tout ça, ça fait partie quand on est dans l'administration, puis j'active, on me donne des instructions. C'est important de les lire et de poser les gestes qui se doivent. Si vous avez un webmestre, sûrement qu'ils l'ont déjà fait pour d'autres. Alors, ils savent comment le faire, ils pourront le faire pour vous. Pour ce qui est des conversions, ça, il faut, encore une fois, dans l'administration de notre compte, au niveau de la vue, parce que dans un compte, on a le compte des propriétés de votre site et des vues, parce que notre site web, on peut avoir plusieurs différentes façons de voir nos données. Ça, c'est un cours en soi, donc je vais m'en tenir qu'à ça. Mais là-dedans, on peut déterminer quelles sont nos conversions. Donc, est-ce que un document, le téléchargement d'un document, c'est une conversion pour moi? Peut-être, peut-être pas. Si oui, mais je veux le paramétrer. Il faut que je crée le paramètre parce que Google Analytics ne le mesurera pas automatiquement. La V4 le fait, oui. Mais la V3, non. Si on veut mesurer quoi que ce soit, les gens qui ont rempli un formulaire, contactez-nous, ils se sont rendus à la page, merci de nous l'avoir contacté. Ça, peut-être que ça vaut de l'or en barre pour nous, peut-être que non. Mais si oui, je peux créer un objectif de conversion, goal en anglais, sur la plateforme, pour mesurer ça en tant que pour qu'on puisse le mesurer. Ça doit être une clé API. Non, c'est pas. Il n'y a pas d'API qui se connecte à Analytics comme tel. Les plateformes qui se connectent à Analytics se connectent via votre login Google.
Donc, tout va s'interconnecter. Par exemple, comme Google Ads, un compte YouTube et plusieurs autres plateformes vont demander de se connecter à votre compte, les marier et à ce moment-là, vont alimenter les informations. C'est bon. Voilà. Donc, taux d'ouverture, je parlais, c'est du marketing par courriel. Le magasinage, à ce moment-là, on peut parler de nombre de consultations de pages dans votre boutique ou des pages produits versus des pages informations. L'intention d'achat, souvent, anciennement, se mesurait par sondage, mais ici, on peut, avec Analytics, on peut créer un peu cette donnée-là en regardant le temps et le nombre de pages consultées dans votre boutique. Alors, si le magasinage dépasse le comportement moyen, ça m'indique qu'il y a un peu plus une intention d'achat. Est-ce que la personne va finir par acheter? On n'a pas de boule de cristal et on n'est pas dans leur tête. Mais ça me donne une idée. Puis c'est juste ça qu'un sondage nous donne, c'est des idées. Ils sont aptes à, mais vont-ils? Ça reste à voir. Association, appréciation sont des termes qui sont vraiment plus réservés au domaine du sondage. Dans le cas de la réaction instantanée ou la vente ou la finalité, ici, on va mesurer les conversions comme telles. Donc, conversion, transaction. Ce qu'on veut mesurer de notre côté, parce qu'on ne peut pas acheter en coût par acquisition, mais on veut mesurer quel est notre coût d'acquisition. J'ai dépensé combien d'argent en médias pour générer une vente. Et ça, c'est propre à chaque domaine. On s'entend que pour vendre un paquet de gomme de 2 piastres, je ne veux pas dépenser plus que 25 cents, gros max. Mais si je vends un automobile ou un condo, je peux me permettre de dépenser pas mal plus. Alors, ça dépend vraiment de chaque produit ou de chaque commerce et votre coût d'acquisition moyen. Combien de nouveaux clients, le taux d'abandon du panier peut devenir intéressant à mesurer. S'il diminue, ça veut dire qu'on a plus de succès à vendre. Est-ce que c'est les revenus totaux? Le ROS, c'est Return on Ad Spend, donc le rendement sur notre investissement publicitaire versus le ROI, qui est Return on Investment ou rendement sur l'investissement. Mais l'investissement, il est global, il inclut la création et la production publicitaire ainsi que l'achat média et votre temps. Hein? Votre temps, ça a une valeur, il faut le compter dans tout ça. Les profits, la fidélité, donc les clients qui reviennent, les avis. Les gens ont laissé des avis sur votre site, sur Google, sur Yelp, sur Page Jaune, sur Facebook, en quelque part. C'est pas grave. Ou ils laissent des commentaires, c'est ce qu'on veut. Positif autant que possible. Alors, si vous suivez le nombre d'avis qu'il y a ici et là, est-ce que votre campagne a généré des nouveaux avis et combien? Et sont-ils positifs? Alors, il y a plein de petits facteurs qu'on peut mesurer là-dedans. Ça se peut que votre objectif aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de générer plus de ventes, c'est sûr que ça serait le fun, mais c'est de générer plus d'avis, parce que plus d'avis augmente la confiance, donc on remonte en haut en notoriété et en engagement, les gens magasinent, ils consultent les avis et ça les inspire à avoir confiance en vous, donc ils s'asseyent, deviennent des nouveaux clients, etc. Ça fait tourner la roue. Et mettons que ça ne suffit pas, ce que je viens de vous énumérer comme possibilité. Voici un tableau périodique des mesures de succès en B2B, donc tout ce qui est entreprise à entreprise, pas nécessairement vente auprès du consommateur, mais si vous cherchez sur Google le tableau périodique des B2C, Digital Marketing, vous allez certainement en trouver un qui va en avoir tout autant, mais un peu différent. Et vous avez ici un bon nombre de métriques, pas nécessairement d'où elles sortent, mais vous avez la moyenne nord-américaine et une courte description. Et ils sont tous regroupés par leur thématique. Alors, c'est ce que votre objectif porte sur l'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche. Vous voulez améliorer votre découvrabilité. Vous voulez améliorer la publicité de recherche, donc le SEM,
Est-ce que c'est du marketing par courriel, la publicité sur les médias sociaux, votre site web lui-même, les échantillons ou les étapes de votre funnel, donc le processus qui mène à l'achat, donc les différents comportements, votre contenu marketing ou encore tout ce qui a rapport au budget, les ventes, etc. Bref. L'important, c'est que la donnée que vous allez déterminer vous parle à vous, elle vous fasse du sens et que vous ayez une plateforme, un endroit où vous pouvez tirer cette donnée-là de façon régulière. Pourquoi régulier? Parce qu'en cours de route, si vous voyez que ça ne marche pas, bien, on arrête tout. On n'encourage pas l'hémorragie et on ne veut pas aller plus loin à dépenser puis pas avoir de résultats. Si on voit que ça ne marche pas, on stoppe. Si on fait de la pub sur Facebook, sur Google ou sur certaines autres plateformes, on peut arrêter quand on veut. C'est sûr que si on a signé un contrat en publicité avec le site web du Soleil ou d'un autre média, à ce moment-là, il faut jaser avec notre représentant et demander de mettre tout en pause. On va probablement être tenu de maintenir l'investissement avec ce partenaire média-là et ça ne sera pas les raisons qui vont manquer, mais là, il faut qu'on revoie notre stratégie parce que ça ne marche pas ce qu'on fait. Et dès qu'on se réaligne avec un nouveau message, un nouveau visuel, un nouveau quoi que ce soit, ou ça se peut que ce soit juste la page destination, là où on amène les gens qui ne convertit pas. Donc, quand on détermine il est où le bobo, on le corrige et là, on peut réactiver pour voir, OK, est-ce que là, maintenant, je génère des résultats? Est-ce qu'ils sont meilleurs qu'avant? Oui, parfait. Et là, ça nous donne des idées. Quoi d'autre pourrions-nous tester pour améliorer notre performance? Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer la notoriété de façon plus concrètement? La notoriété en ligne, on parle vraiment d'une portée maximale. Je veux parler au maximum de personnes. Je veux que le maximum de monde potentiel sache que j'existe. Ça demande donc un certain positionnement sur un écran. Hein? On veut positionner notre marque aux côtés de marques médias fortes, connues, appréciées des gens, hein? sur Radio-Canada, sur TVA, sur des journaux, sur des stations de radio, des médias que les gens connaissent, apprécient, respectent. Hein? S'ils les connaissent, les apprécient, les respectent, ça peut se traduire envers nous. Hein? Si on est associé à eux, ça se partage, ces facteurs-là. Ou encore dans des dossiers de contenu qui sont pertinents à ce qu'on fait. Si on est dans le domaine automobile, on veut se retrouver dans une section ou un contenu automobile. C'est pertinent. Les formats publicitaires, si on fait de la publicité d'affichage ou de la vidéo, on veut le plus gros possible, les plus gros formats. Parce que le plus gros format, le plus de chances les gens le voient, le remarquent, ils portent attention. Quand on tombe dans le petit format, c'est sûr que ça coûte moins cher, je vais avoir bien plus d'impressions pour mon budget, mais est-ce que les gens vont l'avoir vu? Est-ce qu'ils vont l'avoir remarqué? Est-ce qu'ils auront pris le temps de s'informer ou de ramasser l'information qu'ils peuvent? Puis là, c'est un bel équilibre à combien j'ai d'argent, combien je suis prêt à payer pour aller rejoindre le maximum de personnes avec le plus gros format. C'est un bel équilibre à trouver. Les campagnes de notoriété sont moyennement de longue durée. Et qu'est-ce qu'on veut mesurer? Mais la visibilité. Tout à l'heure, je mentionnais ça, la visibilité publicitaire. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous avez obtenu X nombre d'impressions que vous avez été vu ce X nombre de fois là. Une impression qui est en bas de l'écran puis que la personne n'a pas scrollé, ne l'aura pas vu. Donc, elle compte. Tu as payé pour. Mais elle n'avait pas l'opportunité d'être vue. Alors, la visibilité publicitaire, donc les impressions vues, elles étaient dans l'écran. Il y a une méthode comment mesurer et les compter, puis les médias ont tous ces outils-là. Alors, si vous l'exigez, ça va les avertir que vous êtes à votre affaire et vous allez avoir l'information beaucoup plus pertinente.
Est-ce qu'on veut augmenter le nombre de recherches pour notre marque? À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Google, s'auto-chercher, voir c'est quoi le volume de recherche pour notre marque ou notre produit ou peu importe, et consulter ça en cours de route, puis comparer les résultats. Il y a des outils aussi comme Google Trends, tendance en français, mais la plateforme n'existe qu'en anglais, et où vous pouvez taper votre nom et voir le volume de recherche dans l'année. Il faut paramétrer sur quelle période de temps et est-ce que vous le voulez pour le Canada, vous ne pouvez pas aller plus petit que ça parce que c'est fait pour le monde, le globe plutôt. Mais ça peut vous donner le volume de saisonnalité et après campagne, on peut voir est-ce que le volume a augmenté pendant ma campagne plus que la période précédente, l'année précédente. Alors, ça donne une idée. L'augmentation progressive des nouveaux visiteurs sur votre site web. Est-ce que quand je calcule mes ratios de tout ça, mes coûts font de plus en plus de sens, sont-ils plus abordables? Désolé. Le post-impression, je le saute parce que c'est une ancienne mesure. J'aurais dû l'enlever de ma présentation. Je m'en excuse. C'est plus mesurable. Ça n'existe plus. C'est rare qu'il y ait des affaires qui disparaissent du web, mais ça, c'en est une. Comment mesurer l'engagement? À ce moment-ci, on va regarder, oui, la portée, mais on veut parler à du monde qui nous connaissent déjà. Dans la première étape, on s'est fait connaître à du nouveau monde. Là, on veut reparler au monde qui nous connaissent pour les amener plus loin. C'est bien beau, tu me connais, mais là c'est le temps de penser à moi. Donc, allons plus loin. Encore une fois, les grands formats, la publicité vidéo aussi, vont être géniales. Si on est capable de faire un créatif qui est interactif, c'est pas parce que j'ai une pub sur le web qu'elle est interactive. Elle est statique, elle est animée, elle est peut-être linéaire si elle est vidéo, début puis une fin, mais pas nécessairement interactif. Interactif veut dire, quand je passe ma souris dessus, il y a des choses qui bougent, que je peux cliquer sur des contenus et on me donne plus d'informations sans nécessairement quitter puis aller sur le site du client. Donc, un créatif interactif me permet aussi de mesurer le temps passé avec la pub. Quelqu'un qui volontairement passe 30 secondes à regarder votre pub, ça, c'est de l'or en barre. Parce que, autant que possible, les gens préfèrent l'ignorer. Hein? On est tous consommateurs et en bout de ligne, on en a vu suffisamment de pubs. Mais en tant qu'entreprise, on veut qu'ils regardent. Alors, si on est capable d'avoir un créatif qui est interactif, on est capable d'intégrer un compte analytique là-dedans et on est capable de savoir les gens ont passé combien de temps avec notre pub. Créatif qui va être interpellant, accrocheur. On veut que les gens viennent vers nous. On veut qu'il y ait le goût d'en savoir plus. Et ici, la durée va être un peu plus courte. Et les mesures, à ce moment-là, ça va être le nombre, le chiffre absolu en nombre d'interactions ou d'engagement. C'est les deux mots que j'utilise interchangeablement. Le temps passé avec la pub, le nombre de sessions par clic. Petit détail, si vous mettez le nez dans votre Google Analytics de plus en plus, vous allez constater que, hey, je ne comprends pas, sur Facebook, j'ai généré 100 clics, mais sur mon analytique, ça me dit que j'ai juste eu 80 visites ou sessions. C'est quoi le problème? Malheureusement, c'est normal. Il y a des gens qui cliquent, « Oh, c'est pas ça que je voulais », ils reculent tout de suite. Si ça n'a pas généré une vraie visite à plus qu'une page, ça n'a pas compté. Il y a des gens où la connexion se coupe, il y a des gens qui changent d'idée, il y a des clics par erreur, il y a des clics frauduleux, qui génèrent des chiffres d'un bord, mais qui ne génèrent rien de l'autre bord. Donc, l'analytique va vous donner l'heure juste. Pour mes clients, je fais toujours la vérification de j'ai généré combien de visites versus sessions versus le nombre de clics. Puis je vais calculer le ratio de sessions par clic. Parce que si je tourne autour du 90-100 %, la vie est belle. Des fois, j'ai même plus que 100 % parce que les gens vont avoir enregistré l'adresse avec mes paramètres de suivi. Donc, à chaque fois qu'ils reviennent, ça génère des faux clics
additionnels, donc des visites, mais les gens n'ont pas cliqué. Alors, ça me donne des beaux chiffres à ce moment-là. Mais si je me ramasse avec une campagne où je suis à 60% de ratio, ça ne marche pas. Là. J'ai une plateforme qui me génère beaucoup de clics faux. Et ça, je ne veux pas ça. Alors, je vais ne plus dépenser d'argent là, puis je vais m'investir ailleurs. On veut augmenter le nombre de pages vues sur notre site. Ça veut dire que les gens s'intéressent plus, ils veulent en savoir plus, donc ils vont consulter plus de différents contenus. Le nombre de visites, donc ils vont revenir plus souvent. Ça veut dire qu'ils sont en train de se convaincre d'acheter ou de passer à l'acte. Et si on est en mesure, avec les marketing par courriel, on peut suivre ça, le nombre de partages, de transferts sur les médias sociaux aussi. Des gens ont partagé notre message. Ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'eux, ils ont porté attention et ils aiment ça assez pour l'envoyer à quelqu'un d'autre, soit à tous leurs amis ou à une personne en particulier. En bout de ligne, c'est un peu une cote d'amour, ça. Pour ce qui est de la réaction instantanée, donc oui, les ventes, mais les conversions aussi, donc les comportements qui mènent à. Ici, c'est une portée qui est beaucoup plus ciblée. Là. Je ne veux plus parler à tout le monde, puis je ne veux pas parler à juste le monde qui me connaisse, mais je veux parler au monde qui, là, sont en train de magasiner ce que j'ai à vendre. Produits, services, peu importe. Alors, je veux parler juste à ce monde-là. Ça ne me sert à rien d'essayer de vendre de quoi à quelqu'un, à vendre des pneus à quelqu'un qui n'a pas d'auto ou qu'il y a déjà des pneus neufs de l'automne passé, donc il n'en remplacera pas. Il faut que je parle à quelqu'un qui, là, magasine des pneus. Alors ça, il faut de mieux en mieux raffiner à qui qu'on parle sur les plateformes. Donc ça rentre tout dans le ciblage qu'on va faire. On veut une plus grande fréquence d'exposition publicitaire. On veut que les gens le voient plus souvent pour qu'ils finissent par agir. On va beaucoup s'annoncer sur les moteurs de recherche parce que où va-t-on quand on est prêt à passer à l'acte? J'ai magasiné un matelas depuis tant de temps, là, go, qui a le deal, j'y vais. Je suis tanné, j'ai mal au dos, il faut que je remplace mon matelas, go. Mais je vais aller sur les moteurs de recherche, je vais peut-être aller sur les petites annonces, je vais peut-être aller sur des répertoires comme Page Jaune. Le message là, l'offre, si elle est claire, si elle est distincte, si elle est quantifiée avec un prix ou un accroche genre livraison gratuite ou peu importe, comme par exemple, je vais citer un exemple, Brouille Martineau ou Tanguay, dépendamment du marché, souvent vont avoir un concours, acheter telle affaire, obtenir un bicycle en plus. Il y a un cadeau qui vient avec. Peu importe qu'est-ce que c'est, il y a une cerise sur le sundae. Une raison, c'est lui qu'il faut que je clique dessus et non l'autre à côté. Il me donne une raison. Les campagnes vont être un peu plus courtes, mais ça peut aussi être une campagne 52 semaines, une campagne permanente. Quand on est en mesure de bien cibler les gens qui sont en mode achat, particulièrement sur les moteurs de recherche, il n'y a pas de raison d'arrêter d'annoncer. Il y a toujours quelqu'un qui cherche. Hein? Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins, il y a une saisonnalité, mais il y a toujours quelqu'un qui achète. Est-ce que l'utilisation d'un pixel Facebook est nécessaire? Oui. En plus de Google Analytics, oui. Parce que ça va informer votre Facebook sur les gens, ce qu'ils font sur votre site, ce qui va vous permettre de cibler les gens en fonction de ce comportement-là. Google Analytics, lui, n'informera pas Facebook, mais le pixel Facebook va lui dire les gens font quoi sur votre site. C'est deux plateformes qui ne se parlent pas bien, malheureusement. Donc, quelles sont les mesures de succès ici? Bien, les finalités concrètes, des conversions, des inscriptions, des transactions, des abonnements et tout ce qui est comportement post-clic ou post-achat. J'ai laissé un avis, j'ai téléchargé le guide de l'usager, j'ai visionné une vidéo sur comment me servir de telle affaire. Donc, toutes les choses qui confirment que la personne a non seulement acheté, mais qu'elle veut se servir de ce qu'elle a acheté, qu'elle veut mieux s'en servir, mieux comprendre, optimiser, peu importe. Alors, tout ça, c'est génial parce qu'il reste avec nous. Et le plus qu'ils restent avec nous, le plus qu'ils ont le potentiel de parler de nous à leurs amis ou de réacheter de nous dans le futur.
l'augmentation des ventes, le nombre de clients, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on veut voir. Le coût d'acquisition ou le coût par lead, parce que si vous êtes dans un domaine où vous ne vendez pas sur votre site, mais peut-être que vous récoltez des prospects, alors le coût par prospect, coût par lead, c'est le terme anglais, désolé, va être important. J'ai des clients qui sont des résidences pour aînés et c'est sûr, il n'y a personne qui réserve un appartement en ligne, surtout pas à cet âge-là, mais les gens s'inscrivent pour une visite. Et ça, c'est un prospect. C'est intéressant. Ça vaut de l'or en barre versus quelqu'un qui est venu sur le site et qui n'a rien fait. Le coût par conversion et la valeur à vie d'un nouveau client. C'est sûr que quelqu'un qui achète un condo, il l'a acheté, c'est fini, il n'en achètera pas 14 de nous. Mais quelqu'un qui est abonné à un service, bon, mais on le garde combien de temps, puis ça a quelle valeur, ça devient intéressant. Deuxième donnée à regarder, comment suivre la donnée. Donc, j'ai fait allusion depuis tout à l'heure, donc Google Analytics. Moi, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est d'utiliser aussi un tableau, un chiffrier style Google Sheets, Excel, peu importe, mais j'utilise plus Google Sheets parce que je peux le partager avec mes clients et on peut tous les deux voir exactement la même affaire, pas de cachette, tout est là. Et ça me permet de calculer un paquet de ratios, les coûts d'acquisition, coûts d'engagement, taux d'engagement, taux de vente, tout ci, tous les taux et ratios possibles. J'aime les chiffres, donc je veux tous les voir. Parce que quand il y a quelque chose qui dépasse la norme, je veux savoir c'est quoi, puis c'est pourquoi je veux faire plus de ça. Je veux apprendre de la performance pour faire plus de ce qui marche bien. Google Analytics, comme j'ai mentionné, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres outils d'analytique qui existent. C'est de loin le plus répandu. La compagnie Adobe, si vous connaissez Acrobat, Photoshop, le kit, la même compagnie a une plateforme similaire là, à toute fin pratique à analytique, mais pas gratuite. Ça coûte pas mal cher. Elle est faite pour l'entreprise. Mais en même temps, avez-vous vraiment besoin de payer pour avoir des chiffres que vous pouvez avoir gratuitement ici? Moi, ma réponse est claire, mais bon, chacun peut prendre sa propre décision. Selon votre campagne, vous allez aussi avoir besoin d'aller chercher des données ailleurs. Hein? Donc, l'analytique de votre Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, etc., LinkedIn, ce qui est pertinent pour votre audience. Hein? C'est comme dans le cas de certains de mes clients, on s'adresse à des gens qui s'en vont en résidence et leurs enfants qui les guident dans ce comportement. TikTok, Snapchat n'est peut-être pas la bonne plateforme sociale pour eux. Mais pour d'autres produits, peut-être que oui. Hein? LinkedIn, parfois, est très utile, parfois non. Alors, ça, c'est vraiment à vous de juger en fonction de votre audience. La publicité sur les plateformes Google, Microsoft, donc publicité de recherche, vidéo sur YouTube, en bannière aussi, ça passe par ces plateformes-là. Eux ont beaucoup de chiffres à vous offrir. Votre plateforme de courriel, que ce soit MailChimp ou autre, Constant Contact ou autre plateforme d'envoi courriel, votre CRM, si vous en avez un, tout ça, ça donne des chiffres. Alors, on veut chercher le maximum de chiffres, mais on veut aussi tisser des liens entre tel chiffre amène à telle autre chose. OK, c'est quoi le ratio entre un qui amène à l'autre? Est-ce que je suis à 100% ou j'ai perdu du monde en cours de route? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour aller plus loin? Mais surtout, je veux que ma donnée de tous mes paramètres qui disent ça vient de où, la personne qui a fini par acheter, ça, je veux le savoir. Donc, on va y arriver. Analytique V4, donc la nouvelle version. Vous voyez ici un tableau où on va aller dans les rapports d'acquisition. Donc, dans les rapports d'acquisition, je peux savoir, là, vous voyez mon écran, on a en premier lieu, côté campagne, organique. Donc, il n'y avait pas de paramètres indiquant quelle campagne que c'est des posts sur les médias sociaux, puis même pas précisé lequel, parce qu'on a regardé le niveau de la campagne et non la source qui m'aurait dit c'est Facebook, c'est LinkedIn, c'est Twitter, Instagram, peu importe. Mais en deuxième lieu, j'ai une campagne qui s'appelle 2021, nouvelle génération. Ça, c'est pour un client qui est dans les thermopompes. Donc là, je sais que c'est telle campagne.
plus loin, j'en ai une autre qui s'appelle Printemps, puis un autre qui s'appelle... Donc, je sais quelles sont les campagnes qui ont amené du monde dans la période de temps que j'ai sorti. Et je suis capable de savoir, mais cette campagne-là, pendant cette période-là, m'a amené combien de personnes, sont venues à quelle fréquence, ils ont resté combien de temps, ce qui n'est pas énorme. Est-ce ils ont-tu généré des engagements sur le site pendant ce temps-là? Ils ont-tu activé des événements? Un événement dans le jargon de Google Analytics, c'est des actions sur une page. Analytics mesure l'activité de page, mais pas sur une page par défaut. La V4 maintenant le fait, ce qui est génial. Puis une action sur une page, c'est quoi? C'est un clic, c'est peser sur play sur une vidéo, télécharger un document, un PDF par exemple, compléter un formulaire, contactez-nous qui reste sur la page, qui n'amène pas à une autre page par après disant merci, mais ça laisse juste un message. Tout ça, c'est des actions de page qu'on va appeler des événements. Le taux d'engagement, le nombre d'engagements et le nombre de conversions en bout de ligne qui, dans ce cas-ci, sont des demandes de soumission. Donc, dépendamment de ce qui est pertinent pour vous. Alors, vous voyez, on est capable d'aller chercher ces chiffres-là. Ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on a en haut de la colonne totale, session campagne. Mais on peut sortir le rapport aussi par médium. Médium, dans le cas présent, ça serait social pour tout ce qui vient des médias sociaux. Ça pourrait être CPC pour ce qui est de la publicité de recherche. Ça pourrait être banner pour tout ce qui est bannière publicitaire, vidéo, référencement, email, etc. Donc, on pourrait savoir quelle source, mais source dans le sens très large. Médium, désolé. Source va nous dire quelle source précisément. C'était-tu Facebook, c'était-tu la presse, c'était-tu Radio-Canada, c'était-tu mon infolettre, etc. J'ai simplement un landing page avec des blocs d'informations que l'utilisateur peut ouvrir pour avoir plus de détails. Est-ce que ce genre de choses? Oui, les blocs qui s'ouvrent seraient des événements. Puis même si votre site, ça a été une mode là, 2-3 ans, d'avoir des sites d'une seule page, une seule longue page. Puis quand je clique, je me ramasse en bonne section dans la page. Mais ces clics-là, ça serait des événements. Et quand je clique pour agrandir un contenu, ça aussi, ça serait un événement. Je présume, je ne suis pas convaincu, mais je présume qu'Analytics V4 les mesurerait par défaut, mais votre webmaster pourrait confirmer le tout en se mettant le nez dedans. Et ça permettrait d'en savoir beaucoup plus sur qu'est-ce qui les intéresse. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, donnée 3, là, on veut qualifier la donnée. Alors, si je reviens ici, j'ai des chiffres, puis là, j'ai une autre campagne qui est apparue, et si je changeais mon rapport pour médium, source ou contenu, je saurais d'autres informations. Mais ces informations-là n'arrivent pas automatiquement, gratuitement ou simplement dans Google Analytics. Il faut que je l'informe. Alors, c'est là où on arrive à qualifier la donnée. Donc, je vous invite à conserver l'adresse qui est cliquable ici ou encore juste chercher sur Google URL Builder. Ça va vous amener automatiquement là. Ça donne la page qui est à droite ici. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est créer un URL unique. Hein? Je vais amener les gens à ma page d'accueil. Donc, je mets mon adresse finale, j'amène les gens là. C'est beau. Ça peut être la page d'un produit, d'inscription, peu importe là-dedans. C'est mon post Facebook, ma publication sur LinkedIn, ma bannière, ma pub de recherche, peu importe. Je l'envoie où? Excuse, je viens de dire de quoi de pas correct. Ça ici, ce que je vous montre, on n'applique pas ça sur la publicité Google. Donc, pas sur les moteurs de recherche, pas le search, pas le display network, pas la bannière, et ni la vidéo YouTube ou dans le display network. On n'applique pas ça là parce que Google Ads l'applique automatiquement pour nous. OK? Donc, bémol. Mais partout ailleurs, notre infolettre, vos médias sociaux, votre signature de courriel,
des documents blancs en PDF que les gens peuvent télécharger. Il y a des liens dedans qui ramènent vers votre site web. Partout, on veut mettre des liens uniques pour qu'on puisse voir dans l'analytique les gens qui ont porté un geste, ils venaient de où, quand, quel effort, etc. Donc, cette information-là, à la longue, devient riche et super intéressante. Alors, je recommence. On a notre URL où on envoie le monde. La source, c'est où mon message, le lien va se retrouver. Donc, dans le cas présent, c'était sur Facebook. Le médium, c'est du social. Ça peut être du CPC, email, banner, etc. Je vous encouragerais à utiliser toujours la même nomenclature, les mêmes termes. Et si vous écrivez avec ou sans majuscule, toujours pareil parce que Analytique est pointilleux là-dessus. Si vous écrivez des fois Facebook avec un F majuscule, des fois minuscule, bien, vous allez avoir deux sources différentes parce que Facebook F majuscule puis F minuscule, c'est pas pareil. Donc, juste question de simplifier, gardez vos affaires toujours pareilles. Le nom de la campagne et un peu plus bas, on a contenu ou content. Alors, ça se peut que vous ayez 3 créatifs, un fond jaune, un fond rouge, un fond bleu. C'est laquelle qui a incité les gens à acheter? C'est peut-être juste la bleue qui génère des ventes, puis la rouge, puis la jaune, il ne marche pas, ou vice-versa. Ou les 3 sont égales. Mais si vous ne taguez pas cette information-là, on ne le saura jamais. Donc là, on peut le savoir. En bout de ligne, en bas, ça nous donne un URL longue, longue, genre à coucher dehors, ce qui est plate, mais bon, tous ces paramètres-là qui se rajoutent à notre URL, c'est des choses qui vont informer Google Analytics et lui dire, hey, la personne, là, elle arrive de tel site, de tel genre de médium, c'était telle campagne, tel créatif. Hein, on donne tous les détails. Alors, par après, quand Google a assez de chiffres analytiques, mais on est capable de sortir des rapports, savoir, mes ventes, mes abonnements, mes téléchargements, ils viennent pourquoi, de qui, de quand est-ce. On est capable vraiment de savoir qu'est-ce qui marche moins bien et faire plus de ce qui marche. Il y a en bas aussi une petite option pour convertir cette longue URL-là en un raccourcisseur. Raccourcisseur genre bit.ly ou n'importe quel autre que vous utilisez si vous en servez un. Sinon, lui, il va vous en générer un Google. Bon, il y a toutes sortes d'opinions sur l'usage de ces raccourcisseurs-là et j'avoue être partagé parfois. Si vous faites une publicité sur Facebook ou en bannière, la longueur de l'URL n'a aucun rapport parce que le lien va se cacher derrière un bouton cliquer ici ou derrière le créatif visuel. Il ne sera pas visible. Donc, utilisez la longue version. Mais si vous publiez un contenu organique, je mets un petit texte avec une photo, une vidéo, peu importe, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, n'importe où, c'est pas grave. À ce moment-là, l'URL va être visible. Et c'est là où les gens sont... il y a deux camps. Moi, je suis du camp à préférer l'adresse longue parce que même si elle est très longue puis elle est débousselante, la personne qui clique dessus, elle sait où elle s'en va. Elle va sur monsite.com, blablabla. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est trop long, ça fait peur au monde, donc on va envoyer sur bit.ly quelque chose. OK, mais bit.ly, je m'en vais de n'importe où. Moi aussi, je me pose la question, je m'en vais où? Alors, là, c'est vraiment une question d'opinion. Allez-y comme vous le sentez. Mais les options sont tous là pour vous. Bon, si on résume ça en une petite histoire un peu plus claire, quand j'ai mon URL final, ça m'indique aussi qu'on va envoyer le monde en bout de ligne. Hein? J'imagine que vous avez tous vu ou vous savez c'est quoi l'histoire de Star Wars, même si vous ne l'avez pas vu. Il arrive de où, la source? Donc, la base rebelle. Comment est-ce qu'ils vont se rendre entre là et là? Ben, c'est un X-Wing, donc le type de vaisseau, mais dans le cas de Facebook, ça serait social. Et ma campagne, ma campagne ici, elle s'appelle Arrêtons le Darth Vader. Alors, mon objectif, mon ensemble de communication. Bref, ça cristallise de tout pour certains. On utilise, désolé, ça ici,
cette longue adresse-là, on appelle ça un UTM, parce que vous allez voir, c'est marqué UTM source, UTM medium, UTM. Et UTM, ça veut dire quoi? C'est un acronyme de la technologie que Google a acheté, il y a déjà, je ne sais pas combien, 10-15 ans, qui s'appelait Urchin Tracking Module. Donc, aucun rapport, on s'en fout, pas besoin de vous en souvenir. Désolé. Mais on appelle ça un URL unique ou un UTM. On sait de quoi on parle. On s'en sert partout. Hein? Donc, toutes vos publications, qu'elles soient organiques ou payées, si il y a un URL, on ramène les gens chez vous, on veut savoir à un moment donné pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont vu pour faire de quoi chez nous. Donc, sur tous nos médias sociaux, c'est un peu moins évident sur Instagram parce que les gens ne peuvent pas toujours cliquer sur les liens, mais on peut toujours mettre le lien dans la bio. Puis ça, on peut la changer régulièrement. Votre signature de courriel. Vous avez probablement votre nom, votre titre, numéro de téléphone et votre site web. Mais si quelqu'un clique là pour aller sur votre site web, vous voulez le savoir, que ça vient de vos signatures de courriel, vous allez peut-être vous dire, ben là, je ne pas trop. Je pratique ce que j'enseigne. Et voilà des années, quand j'étais représentant québécois pour l'Association de la publicité interactive du Canada, et je donnais beaucoup de formations. Alors, je communiquais avec bien du monde. J'avais toujours un UTM dans mes liens pour s'inscrire à des formations. Moi et les quelques autres personnes qui travaillaient pour l'association, on était étonnés à chaque fois de réaliser qu'à peu près 25 à 40% des gens qui s'inscrivaient, ils venaient de nos signatures de courriel. Parce qu'en bout de ligne, on en envoie beaucoup de courriels. Si quelqu'un clique dessus, c'est à cause de ça. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont vu sur Facebook, ce n'est pas parce qu'ils l'ont vu sur Google, ce n'est pas parce qu'ils l'ont vu ailleurs. Ils ont cliqué là. C'est intéressant à savoir. Mais c'est le genre de choses qu'on va faire une fois et ça va rester là jusqu'à ce qu'on le change. Donc, chaque fois qu'on fait une publication sur Facebook qui invite vers... Oui, à chaque fois. Toujours un URL unique. On s'entend, l'unique, c'est les paramètres qui se rajoutent. Ça peut toujours être à la même page. Et pour l'illustrer encore plus clairement, mettons que je fais du Facebook, du Twitter, du Instagram, du LinkedIn, de la bannière, du search, tout ça va et de l'infolette, tout ça va mener à la même page. Pas besoin de créer 14 pages pour les 14 sources, une seule page. Mais je vais avoir le même UTM que je vais changer la source de Facebook à LinkedIn. Je vais changer le mot de la source. Je vais changer le médium si je fais de la bannière, si je fais du search. Et en bout de ligne, tout mène à la même place. Chacun a son URL unique. Oui, ça rajoute un peu de temps, mais ça rajoute énormément d'intelligence en bout de ligne parce que ces chiffres-là nous informent et on peut vraiment mieux comprendre le comportement des gens, qu'est-ce qui marche pour nous. Hein? Il n'y en a pas de recette de miracle, de campagne miracle. Il y en a une pour chacun d'entre vous, mais il n'y en a pas une qui est réplicable pour tous. Donc, avec ces données-là, on est capable de savoir qu'est-ce qui marche pour moi et je peux faire des tests à ce moment-là pour voir, OK, si j'ajuste de ça, si je change ceci, etc., comment je peux davantage améliorer. Donc, signature de courriel, infolette, vos publicités, bien entendu, des documents de présentation, des PDF. Je crois l'avoir inclus dans cette présentation-ci, mais pas sur Google. OK? Oui, si vous achetez de la publicité sur Bing, mettez-en. Parce que Bing ne le fera pas, il n'est pas ami de Google. Donc, il ne le fera pas automatiquement. Rajoutez-les. Mais sinon, on utilise ça ici tout le temps parce qu'on veut savoir d'où c'est que ça vient. Un petit mot avant de terminer. J'ai plus qu'un site web. Site interactif qui est mon site principal de ma consultation, mon blog, mais j'ai aussi un site de formation en ligne sur lequel j'ai un lexique complet du marketing numérique. Chose que je tiens à jour à chaque année quand je redonne une
session d'université et que les gens me posent des questions. Des fois, il y a des mots, des nouveaux mots qui arrivent dans l'industrie ou des mots qui ne sont pas clairs. Je m'assure de les rajouter. Donc, beaucoup des termes anglais-français sont là avec explication. Parfois, il y a même une vidéo qui explique. Alors, si vous cherchez un mot, vous vous demandez, ça veut dire quoi? Là? Il me semble qu'il a dit ça, puis moi, je m'en sers, mais on n'avait pas l'air de parler la même affaire. Allez vérifier, parce que ça arrive très souvent qu'on a un même mot qui peut vouloir dire plusieurs choses dépendamment du contexte. Tout à l'heure, je vous parlais du rebond. Rebond dans Google Analytics, c'est une chose, mais rebond dans le monde du courriel, c'est une autre chose. Même mot. Alors, juste un outil pour vous. Et si vous avez des questions, d'autres questions, ben, je suis là. On a encore 20 minutes. Si vous avez des questions, on peut réexpliquer ou passer à travers ou aller plus loin dans certains sujets. Sinon, tous les chemins sont bons pour se rendre à moi et me poser des questions. Je suis un peu partout. Est-ce que vous avez des questions additionnelles? Ça me ferait plaisir d'y répondre. Ça fait plaisir. Je vais me répéter, comme j'ai dit au début, vous voyez que mon courriel il est partout. Vous avez toutes mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer des questions par après, si vous ne voulez pas la poser dans tout le monde maintenant. Ça va me faire plaisir. Puis par après, ce n'est pas juste dans les minutes qui suivent. C'est un moment donné, si vous dites peut-être que lui pourrait me donner l'information, je ne charge pas aux réponses. Hein. Ça me fait plaisir, c'est gratuit. C'est ça le frein. Puis dites-vous pas, il doit tellement avoir des questions. Il n'y en a pas tant que ça. Je l'offre en me fendant en quatre. Et une personne d'entre vous va peut-être me poser une question à un moment donné. Profitez-en. Je suis là pour ça. Ben, je te remercie beaucoup, Samuel, pour cette présentation tellement enrichissante. Il y avait beaucoup d'informations pertinentes. Donc, merci à tous également pour votre participation. Je le rappelle, vous allez recevoir au courant de la journée la présentation ainsi que le lien de réécoute également. Et pour toute question, comme Samuel l'a dit, n'hésitez pas à le contacter directement. Donc, sur ce, je regarde avant pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, ça semble être vraiment apprécié. Tout le monde te remercie au passage. Donc, sur ce, merci encore à tous. Merci Samuel également. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir.